Une enquête sur une affaire très troublante impliquant une fillette en bas âge dans l'Indiane. La mort de la petite fille a été tragique, mais que s'est-il passé après son décès? Eh bien, certaines personnes disent que cela a été véritablement choquant. Personne ne pensait que la vie tranquille d'Alyssa Guernsey cachait une longue série de signes inquiétants. Ce qui s'est produit n'était pas une explosion soudaine, mais le résultat de nombreux éléments qui ont été ignorés dans le silence. L'Indiana, État du Midwest bordant l'Illinois à l'ouest et situé à proximité de la ville mondialement connue de Chicago, est une région de vastes champs de maïs et de soja mêlés à de petites villes paisibles, où les cloches des églises résonnent le matin et où, la nuit, la lumière chaude des porches se pose doucement sur des rues désertes, façonnant une communauté où l'on croit que les enfants grandiront entourés de sécurité et d'amour. C'est dans ce décor en apparence serein que, le 2 novembre 2007, une petite fille vint au monde, apportant un nouveau bonheur à une jeune famille et reçut le nom d'Alyssa Guernsey avec ses cheveux dorés et ses 12 yeux bruns. Alyssa devint instantanément le centre de toutes les attentions, la fierté de son père, une lueur d'espoir dans le quotidien, et pour sa mère, elle était la petite beauté, le cadeau le plus précieux que le destin lui avait offert. La coïncidence remarquable selon laquelle Alyssa et sa mère partageaient la même date d'anniversaire rendait leur lien encore plus profond. Dans cette petite maison, Alyssa ne manqua jamais d'amour. Ses frères et sœurs, Lily, âgée de 6 ans, et Noah, seulement 3 ans, avaient accueilli sa naissance avec enthousiasme dès le premier jour. Jouant autour de son berceau, partageant l'innocence des étreintes de l'enfance et remplissant de rires joyeux une pièce autrefois silencieuse, Alyssa était une enfant douce qui aimait être blottie dans les bras de sa mère et poser sa tête sur l'épaule de son père. Et les moments les plus simples, les premiers balbutiements, les petites mains cherchant à saisir le doigt d'un proche, devinrent les souvenirs les plus précieux que la famille conserva dans son cœur durant ces 16 premiers mois. Alyssa grandit entourée d'affection, d'attention et d'un bonheur pur, et son rire illuminait autrefois toute la petite maison, transformant chaque jour qui passait en un souvenir que sa famille n'oublierait jamais. Cependant, ce bonheur fragile ne dura pas. En novembre 2008, la famille Guernsey aurait dû célébrer le premier anniversaire d'Alyssa, une étape importante alors qu'elle apprenait à marcher, à parler et à découvrir le monde qui l'entourait. Une enfant d'un an joyeuse et pleine de vie, dont les rires emplissaient la maison. Mais la joie laissa rapidement place à une perte irréparable, car ce même mois, le père d'Alyssa, Mike Guernsey, perdit la vie dans un accident de voiture, un choc qui brisa le sentiment de paix de la famille. Pour Alyssa, la réalité déchirante était qu'elle était bien trop jeune pour comprendre ou se souvenir véritablement de son père. Et pour sa mère, Kelly, la douleur de perdre son mari survint précisément au moment où elle se retrouvait responsable d'élever seule 3 jeunes enfants. Cette tragédie plongea la famille Guernsey dans un tournant implacable et déclencha une chaîne d'événements que personne n'aurait pu imaginer, et qui finirent par lui voler la courte enfance d'Alyssa, le passage brutal de la célébration du premier anniversaire d'Alyssa au deuil de la perte tragique de Mike devint un fardeau écrasant pour cette petite famille, et Kelly Sprunger se retrouva soudain seule, un bébé dans les bras, tout en luttant contre de profonds tourments intérieurs. La vie n'avait jamais été simple pour Kelly, et même avant la naissance d'Alyssa, elle avait été confrontée à de multiples tentations liées à l'usage de substances et à des difficultés émotionnelles de longue durée, des épreuves qui avaient auparavant entraîné des problèmes judiciaires et la perte temporaire de la garde de ses enfants aînés. Après le décès de son mari, Kelly tenta de se maintenir à flot, affrontant son chagrin tout en assumant les responsabilités d'une mère célibataire. Mais son instabilité persistante conduisit le système de protection de l'enfance à estimer qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper d'Alyssa en toute sécurité. À partir de là, une décision qui semblait temporaire en apparence fut prise. Et elle ouvrit la voie à une tragédie que personne n'aurait jamais pu anticiper. Après le décès de Mike, et le Department of Child Services suggéra de placer temporairement Alyssa en famille d'accueil, le temps que Kelly puisse stabiliser sa situation. Mais pour une mère qui venait de perdre son mari, l'idée de confier son bébé à des inconnus était quelque chose que Kelly ne pouvait
tout simplement pas accepté dans son désespoir. Elle se tourna vers sa cousine de 29 ans, Christy Schaffer. La famille Schaffer vivait dans une petite maison de l'Indiana, où la vie n'avait jamais réellement été facile. Christy, 29 ans, et son mari Matthew, 34 ans, peinaient déjà à subvenir aux besoins d'un foyer nombreux, composé de plusieurs enfants, les leurs ainsi que ceux issus de relations précédentes, ce qui rendait l'espace constamment exigu, bruyant et chargé de tensions. La situation financière de la famille était précaire. Matthew, dépendant d'allocations chômage hebdomadaires et de quelques aides irrégulières, tandis que Christy restait à la maison pour s'occuper des enfants, gérer le foyer et tenter de tout assumer à la fois. Les disputes liées à l'argent étaient fréquentes et l'atmosphère du domicile était plus lourde que chaleureuse. En apparence, accueillir Alyssa semblait être un geste de solidarité, une cousine venant en aide dans une période difficile, mais en réalité, cette décision plaçait une enfant de 13 mois dans un environnement sous forte pression, où trop d'enfants nécessitaient des soins, où les ressources étaient insuffisantes et où les adultes eux-mêmes faisaient déjà face à une instabilité importante dans leur propre vie. Le fait de savoir qu'Alyssa serait prise en charge par des membres de sa famille, plutôt que par des inconnus, apporta à Kelly un certain réconfort et ainsi, en décembre 2008, alors qu'elle n'avait que 13 mois, Alyssa fut placée chez la famille Schaffer par décision de justice. À première vue, cela semblait être une solution raisonnable. Un bébé entouré de proches, plutôt que vivant avec des étrangers. Mais ce sentiment de sécurité s'estompa rapidement. Peu de temps après l'arrivée d'Alyssa au domicile des Schaffer, des signes préoccupants commencèrent à apparaître. Des signes qui amèneraient plus tard tout le monde à se demander comment ils avaient pu passer inaperçus si longtemps. Le 10 décembre 2008, seulement quelques jours après son arrivée chez les Schaffer, Alyssa fut emmenée pour un examen médical de routine par le docteur John Egley, qui deviendrait son pédiatre principal tout au long de son placement en famille d'accueil. Ce premier rendez-vous se déroula dans un climat calme et le médecin nota qu'Alyssa, âgée de 13 mois, était en parfaite santé, avec un poids, une taille, des réflexes et un comportement normaux. Il la décrivit comme une enfant joyeuse et heureuse. Se développant exactement comme prévu pour son âge, personne n'aurait pu imaginer que ce serait la seule consultation considérée comme normale, car à partir de ce jour, les dossiers médicaux d'Alyssa commenceraient à révéler des annotations inhabituelles, des signaux d'alerte de plus en plus fréquents, mais malheureusement ignorés 5 jours seulement après le premier examen médical. Le 15 décembre 2008, la famille Schaffer manqua une audience judiciaire prévue, l'explication fournie étant que Christy souffrait d'une migraine et que 2 des enfants du foyer étaient malades. À première vue, l'excuse paraissait raisonnable, mais c'est à ce moment précis qu'un schéma dangereux commença à se dessiner. Avec le temps, Christy transforma l'argument « les enfants sont malades » en un bouclier, utilisant à répétition leur état de santé comme justification pour éviter les contrôles, le suivi ou toute forme de supervision extérieure, ce qui isola progressivement Alyssa et lui laissa de moins en moins d'occasions d'être vue directement par des proches ou par les autorités. Avec le recul, il s'agissait là du tout premier signe qu'Alyssa glissait hors du cercle de protection, marquant le début d'une série de retards, d'excuses et d'évitements, autant d'éléments qui contribuèrent à dissimuler ce qui se passait réellement derrière la porte de la famille Schaffer. Le 12 janvier 2009, une travailleuse sociale du Department of Child Services se rendit au domicile des Schaffer pour évaluer la situation et, en apparence, tout semblait normal. Christy se montra calme, indiquant que les enfants s'adaptaient bien et soulignant même que Alyssa s'était habituée au nouvel environnement et dormait mieux. À première vue, la travailleuse sociale ne releva aucune inquiétude immédiate. Les enfants paraissaient en bonne santé, la maison était ordonnée et Christy semblait sûre d'elle dans son rôle de personne en charge. Lors de cette visite brève, tout donnait l'impression que la situation évoluait positivement et la travailleuse sociale repartit, laissant Alyssa et les autres enfants continuer à vivre sous le toit des Schaffer. Toutefois, après cette visite, la situation commença à se détériorer assez rapidement, avec l'apparition de signes inhabituels de plus en plus fréquents et des explications de Christy devenant de plus en plus contestables. C'était un moment où le système aurait dû voir plus clairement. Mais au lieu de cela, la porte menant à la tragédie se referma encore davantage autour d'Alyssa.
À la mi-janvier 2009, la pression liée à la prise en charge d'un foyer aussi nombreux avait commencé à épuiser la patience de Christy et, plutôt que de demander de l'aide ou de reconnaître que les responsabilités dépassaient ses capacités, elle dirigea sa frustration vers l'enfant la plus vulnérable de la maison. Alyssa, la petite fille que le docteur Egley avait autrefois décrite comme heureuse et en bonne santé, devint peu à peu l'ombre d'elle-même au cours des 3 mois passés au domicile des Schaffer. Elle fut exposée à des comportements négatifs, notamment des cris constants, des gestes brusques visant ses cheveux et des attitudes dures qui rendirent une très jeune enfant de plus en plus craintive. Sa joie s'estompa et elle commença à paraître pâle, épuisée, présentant fréquemment des marques sombres sur la peau, un signal d'alerte évident pour quiconque y aurait prêté attention, mais tout se déroula dans le silence. Au départ, tout semblait normal, Alyssa continuait à être conduite à des rendez-vous, avec des vêtements neufs et un toit au-dessus de la tête. Mais progressivement, des signes inquiétants apparurent. Ces consultations médicales devinrent plus fréquentes, de légères traces étant expliquées par de petites histoires. Elle est tombée, elle s'est cognée contre une porte, ou le chien l'a renversée. Chaque explication semblait plausible, prise isolément. Mais mise bout à bout, elle faisait apparaître un schéma profondément préoccupant. Parallèlement, les visites avec sa famille biologique étaient souvent reportées ou annulées à la dernière minute, avec des justifications telles que « elle dort »,« elle ne se sent pas bien » ou « aujourd'hui n'est pas un bon jour », érigeant involontairement un mur qui isolait Alyssa de ceux qui auraient pu remarquer la réalité. Seulement 4 jours plus tard, le 14 février 2009, le jour de la Saint-Valentin, une date censée symboliser l'amour et le lien, Christy emmena Alyssa chez le médecin, indiquant que l'enfant perdait ses cheveux et présentait facilement des marques sombres dans la salle d'examen. Le docteur John Egley constata une éruption cutanée sur le visage d'Alyssa, une petite cicatrice et plusieurs signes inhabituels sans cause évidente. Mais au lieu d'envisager la possibilité de mauvais traitements, il suggéra que les symptômes pourraient être liés à un type d'infection. Une série d'examens médicaux fut réalisée et les résultats ne révélèrent aucune maladie. En réalité, Alyssa était une enfant en bonne santé, ce qui rendait la question encore plus troublante. Si Alyssa était en bonne santé, pourquoi une petite fille âgée d'à peine plus d'1 an présentait-elle autant de marques sur le corps? Pourtant, aucune de ces consultations n'alerta le docteur John Egley. Au cours de plus d'une douzaine de rendez-vous durant lesquels Alyssa se présenta à répétition avec des signes inexpliqués. Il ne remit jamais en question la possibilité qu'elle subisse des mauvais traitements. Christy parvint à l'induire en erreur grâce à des explications vagues, attribuant parfois l'état d'Alyssa à un syndrome d'alcoolisation fœtale ou à un manque de suivi prénatal, allant même jusqu'à affirmer qu'Alyssa serait née dépendante à une substance nocive, alors que les rapports médicaux établis à la naissance d'Alyssa avaient formellement écarté cette hypothèse, lorsque ces explications ne semblèrent plus convaincantes. Christy avança une autre théorie, selon laquelle Alyssa pourrait être atteinte de leucémie, affirmant qu'il s'agissait de la seule explication possible à sa perte de cheveux et à la facilité avec laquelle des marques sombres apparaissaient sur sa peau. Une série d'examens spécialisés fut alors menée, avec la participation d'autres médecins. Mais tous les résultats confirmèrent l'absence de cancer ou de toute affection grave. L'ensemble des données médicales pointait vers une seule et même réalité. Alyssa était une enfant en bonne santé. Ce qui rendait la vérité plus évidente que jamais, ce qui apparaissait sur son corps ne provenait pas d'une maladie, mais constituait des signaux de détresse. Pourtant, le système de santé laissa ces signes se perdre dans le silence. Manquant ce qui aurait pu être la dernière occasion de protéger une vie fragile, aux yeux de son entourage, Christy s'efforçait en permanence de se présenter comme une personne attentionnée et dévouée. Et elle décrivait souvent Alyssa comme une enfant maladroite et fragile, sujette à de petits accidents, et aimait évoquer les barrières de sécurité qu'elle disait avoir installées, les dispositifs de protection pour enfants qu'elle affirmait avoir mis en place, ainsi que tous les efforts qu'elle prétendait déployer pour assurer la sécurité d'Alyssa, mais ces affirmations n'étaient qu'une façade destinée à détourner l'attention de la réalité, car aucun dispositif ni aucune précaution ne pouvait expliquer
le nombre croissant de marques apparaissant sur le corps d'une enfant à peine âgée de plus d'1 an. Tout ce que disait Christie ne faisait que brouiller davantage la situation et amener le système à continuer de passer à côté de la véritable cause des signes inhabituels observés chez Alyssa au cours des 3 mois passés par Alyssa au domicile des Schaffer. Son dossier médical connut une évolution anormale, une enfant d'un peu plus d'1 an conduite chez le médecin plus de 10 fois sur une période aussi courte. Un chiffre qui aurait dû soulever des interrogations chez n'importe quel professionnel. À chaque visite à la clinique, Alyssa présentait des marques sombres, de légères éraflures ou même de petites cicatrices superficielles. Mais au lieu de les considérer comme des signaux d'alerte, le docteur John Egley accepta les explications éparses fournies par Christie qu'Alyssa était maladroite et se cognait contre des portes, que le chien de la famille l'avait renversée ou encore que sa peau marquait facilement. Non seulement cela, mais lorsque Christie affirma qu'Alyssa pouvait souffrir d'un syndrome d'alcoolisation fœtale, voire d'une leucémie, une série d'examens fut réalisée et chaque résultat écarta totalement ces hypothèses. Alyssa était parfaitement en bonne santé, sans aucun signe de pathologie grave. Pourtant, la vérité la plus évidente, le fait qu'un enfant en bonne santé présentant de manière répétée des marques inexpliquées nécessitait une inquiétude immédiate, ne fut jamais prise au sérieux, révélant une faille critique du système de santé. Des preuves claires et des consultations médicales fréquentes se succédèrent sans provoquer d'action, et chaque occasion de protéger Alyssa s'évanouit, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le 18 février 2009, Christie appela le Department of Child Services pour exprimer sa crainte qu'Alyssa puisse être atteinte de leucémie, information qui fut immédiatement transmise à Kelly, la mère biologique d'Alyssa. Pour une mère qui venait de perdre son mari et vivait déjà séparée de sa fille, cette nouvelle fut un coup dévastateur. Kelly fut envahie par la peur et la confusion, et elle exprima immédiatement son désir de voir son enfant en personne afin de comprendre ce qui se passait. Au fond d'elle-même, son instinct maternel lui disait que quelque chose n'allait pas et elle savait qu'elle devait être auprès de sa fille. Le 24 février 2009, Alyssa fut conduite chez le docteur John Egley en raison de symptômes de toux et de congestion, mais les examens montrèrent qu'elle était toujours en bonne santé, sans anomalie. Toutefois, 1 jour plus tard seulement, Alyssa retourna à la clinique, cette fois avec des vomissements et des diarrhées inexpliquées. Pour Kelly, il s'agissait d'un signal d'alarme sérieux, et elle confia aux travailleurs sociaux du Department of Child Services qu'elle était profondément inquiète pour l'état de sa fille, mais les appels à l'aide d'une mère préoccupée furent écartés et rapidement ignorés, et Kelly n'était pas la seule à commencer à s'inquiéter, car d'autres personnes autour d'elle avaient également commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas au sein du foyer Schaffer. Durant les mois passés par Alyssa au domicile des Schaffer, Kelly s'accrocha au Department of Child Services comme à la dernière ligne de vie la reliant encore à sa fille. Elle appela à de nombreuses reprises, exprimant sa peur que quelque chose n'aille pas, de la perte de cheveux aux marques apparaissant facilement, en passant par les explications étranges que Christie ne cessait de donner. Kelly ressentait en permanence une profonde inquiétude, impossible à décrire. Pourtant, chaque fois qu'elle tentait de se faire entendre, le système répondait par les mêmes assurances. Tout va bien, s'appuyant sur des rapports médicaux qualifiant Alyssa d'enfant en bonne santé et sur de brèves visites de travailleurs sociaux n'ayant relevé rien d'inhabituel. Chaque élément dont Kelly avait besoin pour confirmer son instinct maternel fut écarté, créant un cercle douloureux dans lequel elle savait que sa fille avait besoin d'elle, tout en étant tenue à distance par des barrières administratives et des rassurances impersonnelles. L'impuissance d'une mère aimant son enfant, mais exclue du processus même censé la protéger, constitue l'une des douleurs les plus profondes de cette histoire. Le 26 février 2009, Samuel Cruz, le père biologique de Lily et de Noah, contacta le Department of Child Services pour se plaindre de vouloir voir ses enfants, mais que Christie évitait systématiquement ses appels. Cet événement marqua le début d'une série d'actions délibérées de la part de Christie visant à empêcher les enfants de maintenir un contact avec leur famille biologique. Elle devint méfiante envers toute personne cherchant à entrer en contact avec les enfants, et plus particulièrement lorsqu'il s'agissait d'Alyssa,
Chaque fois que Kelly exprimait le souhait de voir sa fille, Christy avait toujours une excuse prête. Alyssa était malade, elle dormait ou elle est grognonne aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. Ces justifications répétées finirent par ériger un véritable mur de séparation. Alyssa, une petite fille à peine âgée de plus d'1 an, se retrouva de plus en plus isolée, sans possibilité pour ses proches de la voir, et sans que quiconque puisse constater de ses propres yeux ce qui se déroulait réellement derrière la porte du foyer Schaffer. Le mobile de Christy pour isoler Alyssa devint progressivement évident. Elle cherchait à dissimuler les preuves de ce qui se passait réellement derrière la porte du foyer Schaffer. Au cours de plus d'une douzaine de consultations chez le docteur John Egley, celui-ci ne remit jamais en question la possibilité qu'une situation grave soit en cours, et les explications vagues de Christy continuèrent d'être acceptées, laissant ainsi s'échapper une à une toutes les occasions de protéger Alyssa. En revanche, pour le reste de la famille biologique, la réalité était tout autre. Lors des rares moments où il leur était permis de voir Alyssa, les changements étaient flagrants. L'enfant, autrefois joyeuse et innocente, était devenu renfermé, le regard méfiant, le sourire absent, et les signes physiques de sa souffrance devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. C'est là que résidait l'écart tragique entre ce que le système voyait et ce que la famille biologique ressentait. Un écart qui permit à la tragédie de se poursuivre sans intervention en temps utile, avec le temps. Alyssa ne fut pas seulement atteinte physiquement, mais également coupée des personnes qui auraient pu la protéger. Christy commença à ériger une barrière invisible, transformant chaque tentative de visite de la famille d'Alyssa en une négociation complexe. Kelly, sa mère, appela à de nombreuses reprises pour demander à voir sa fille, mais obtenait rarement une autorisation. Christy répétant inlassablement les mêmes excuses. Elle est malade, elle dort, ou aujourd'hui n'est pas un bon jour. Non seulement Kelly, mais aussi le père biologique de Lily et de Noah, ainsi que d'autres membres de la famille, se heurtèrent aux mêmes obstacles. Peu à peu, Alyssa se retrouva de plus en plus isolée, vivant dans un monde fermé entièrement contrôlé par Christy. Mais l'enfant qui avait autrefois été le centre de l'amour de sa famille était devenu une présence silencieuse et dissimulée, rarement vue et à peine autorisée à interagir, et cet isolement rendit les signes de détresse d'Alyssa presque impossibles à percevoir pour les autres, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À l'approche du mois de mars 2009, l'état d'Alyssa continua de se dégrader. Le 3 mars, elle fut de nouveau conduite chez le médecin en raison d'une marque préoccupante sur le bras gauche, et le médecin nota également une zone sombre près de l'œil gauche, ainsi qu'une perte de cheveux persistante. Christy expliqua qu'Alyssa était tombée à cause de l'exubérance des chiens de la famille. Et, tragiquement, le docteur John Egley accepta cette explication, allant même jusqu'à contacter lui-même le Department of Child Services pour indiquer qu'il ne soupçonnait rien d'anormal. 2 jours plus tard seulement, le 5 mars, un scanner révéla que le bras d'Alyssa avait en réalité subi une atteinte structurelle sérieuse. Et elle fut orientée vers le docteur Robert Fallon, spécialiste en hématologie et oncologie au Riley Hospital for Children à Indianapolis. Après avoir réalisé des examens et évalué Alyssa, celui-ci ne trouva lui non plus aucune affection médicale sous-jacente pouvant expliquer les lésions observées au niveau du bras. Et une fois encore, la conclusion fut la même. Alyssa était une enfant parfaitement en bonne santé. Mais si elle était en bonne santé, pourquoi son corps continuait-il à présenter des marques difficiles à expliquer? C'était une question qui aurait dû être posée bien plus tôt. Et pourtant, elle fut de nouveau ignorée. Au lieu de s'interroger sur la possibilité qu'Alyssa subisse des mauvais traitements, une enfant présentant des antécédents de signes inexpliqués et désormais une atteinte grave au bras, le docteur Fallon avança une hypothèse peu crédible, suggérant que Alyssa aurait pu exercer une pression excessive sur son propre bras en bougeant trop vigoureusement dans son lit pendant la nuit. Cependant, cette théorie contredisait la logique médicale, car un enfant ne peut subir une atteinte structurelle significative simplement en se retournant durant son sommeil. Malgré cela, plutôt que de poser des questions plus approfondies ou de demander des investigations supplémentaires, le docteur Fallon choisit de retenir l'explication la plus simple et la plus dangereuse. Ce fut l'un des moments où le système de santé aurait dû se positionner fermement du côté de l'enfant, mais au lieu de cela, il laissa encore une occasion de protéger Alyssa s'échapper
Après que le scanner réalisé le 5 mars eut confirmé que le bras d'Alyssa avait subi une atteinte structurelle grave, son état ne s'améliora pas. Au contraire, quelques jours plus tard, la santé de la petite fille commença à se détériorer rapidement. Le 6 mars 2009, Alyssa fut de nouveau conduite à la clinique, où les médecins relevèrent de nouvelles zones de décoloration sur sa peau, ainsi qu'une perte de cheveux de plus en plus marquée. Et Christy répéta la même explication que précédemment. Alyssa était trop maladroite et tombait facilement. Au cours des 2 semaines suivantes, du 7 au 20 mars, Alyssa se présenta à plusieurs reprises dans des hôpitaux et des cliniques avec une série de symptômes, fatigue, vomissements, diarrhée et troubles du sommeil. Certaines zones de sa peau montraient des signes répétés d'impact. Mais à chaque fois, une histoire différente était avancée pour les expliquer. Le 18 mars, Alyssa subit des examens biologiques supplémentaires et, une fois encore, les résultats confirmèrent qu'elle était parfaitement en bonne santé, sans aucune pathologie sous-jacente. Malgré cela, pas un seul médecin ne s'interrogea sur la raison pour laquelle une enfant prétendument en bonne santé présentait de manière constante des marques aussi préoccupantes. Durant cette période, les proches d'Alyssa devinrent eux aussi de plus en plus inquiets. Ils ne voyaient plus qu'une petite fille autrefois souriante devenir renfermée et craintive, le regard souvent empreint d'incertitude. Toutefois, leurs inquiétudes ne suffirent pas à provoquer une réaction du système, chaque consultation continuant de conclure qu'aucune anomalie n'était constatée. Du 6 au 20 mars, chaque signal de détresse émis par Alyssa fut ignoré, et cette période, durant laquelle une protection aurait dû intervenir, constitua les derniers jours la menant vers un événement inévitable et profondément tragique. Alyssa fut ensuite conduite à l'hôpital en raison d'une forte fièvre accompagnée de vomissements. Son corps était affaibli et son regard terne, mais les médecins conclurent qu'il ne s'agissait que d'une infection virale banale. Quelques jours plus tard, elle retourna à la clinique, cette fois avec une zone décolorée sur le visage et un gonflement au niveau du front. Et Christy donna la même explication familière. Elle est tombée en jouant, une nouvelle fois. Le rapport médical n'indiqua aucune suspicion quant à la possibilité qu'Alyssa subisse des mauvais traitements. Pendant ce temps, Kelly tenta par tous les moyens de voir sa fille, suppliant les travailleurs sociaux de lui accorder une visite. Mais Christy continua de l'en empêcher en invoquant toujours la même raison. Alyssa était malade et ne pouvait recevoir personne. Le cœur d'une mère sentait que quelque chose n'allait terriblement pas. Mais sa voix ne fut pas entendue. Un jour seulement, avant l'événement déchirant, Alyssa fut encore une fois conduite à l'hôpital où les médecins constatèrent qu'elle était sévèrement déshydratée et présentait de nouvelles zones de décoloration cutanée. Christy maintint que tout cela relevait de simples accidents domestiques. Les résultats des examens concernant les plaques rouges conduisirent une fois de plus à la même conclusion. Alyssa était en bonne santé et la petite fille fut alors renvoyée chez elle, de nouveau vers l'endroit même qui était devenu l'environnement le plus dangereux pour elle. Avant de poursuivre le récit de cette tragédie déchirante, l'histoire d'Alyssa s'impose comme un rappel profondément douloureux. Une petite fille âgée de seulement 16 mois, autrefois en bonne santé et pleine de joie, apparue à de nombreuses reprises dans des hôpitaux, avec des marques que personne ne parvenait à expliquer clairement. Et pourtant, à chaque fois, ces dossiers médicaux continuaient d'indiquer qu'elle était en bonne santé. Sa mère supplia désespérément de pouvoir la voir, mais chaque porte se refermait sur les mêmes excuses familières, et chaque occasion de la sauver fut manquée. Cette histoire n'est pas seulement le deuil d'une seule famille, mais aussi une leçon pour toute une communauté, et un documentaire de true crime comme celui-ci nous rappelle que lorsqu'un enfant présente de manière répétée des signes de détresse, il est de notre responsabilité d'écouter et d'agir, car le silence, ne serait-ce qu'une seule fois, peut conduire à une tragédie irréversible. La tragédie atteignit son point culminant le samedi matin 28 mars 2009, une journée qui débuta comme tant d'autres au sein du foyer Schaffer, avec les enfants se levant tôt, s'installant autour d'une table de petit déjeuner simple, puis courant dans le petit salon. Tout semblait ordinaire, familier, mais personne ne savait qu'il s'agissait du dernier lever de soleil d'Alyssa. La petite fille, autrefois surnommée la Petite Beauté, avait alors 16 mois. Son corps affaibli et son regard terne après des mois d'épreuves. Et en ce qui paraissait être une journée calme, ce soir-là, vers 18h45, Christy décida d'emmener Alyssa, ainsi que plusieurs autres enfants, dont Lily,
louer un film et acheter un Happy Meal chez McDonald's. Pour une famille ordinaire, cela aurait pu être un moment banal, une petite joie pour clore une longue journée, mais pour Alyssa, cette sortie en apparence anodine devint le dernier chapitre de sa courte existence. Personne n'aurait pu imaginer qu'un repas joyeux et la location rapide d'un film marquerait le tournant tragique, mettant fin à des mois de détresse silencieuse pour une enfant de moins de 2 ans. Durant le trajet de ce soir-là, l'atmosphère devint soudainement tendue pour des raisons qui demeurent floues. Christy se mit brusquement en colère. Peut-être Alyssa pleura-t-elle, ou peut-être qu'un geste anodin raviva une frustration accumulée. Et si les détails précis ne furent jamais totalement établis, une chose est certaine. Sa colère éclata à l'intérieur du véhicule. Selon les témoignages, Christy adopta des comportements à un niveau préoccupant envers Alyssa, provoquant des signes importants d'impact au niveau de la tête et entraînant chez l'enfant une perte rapide de réactivité. À cet instant, Lily, âgée de seulement 6 ans, était assise à côté et assista à toute la scène. Sa peur se transformant en cauchemar lorsqu'elle vit la tête d'Alyssa s'affaisser dans un état instable et sans réaction, réalisant qu'Alyssa ne réagissait plus. Christy s'arrêta à plusieurs reprises pour vérifier son état, allant jusqu'à demander à Lily, elle-même une enfant, de maintenir la tête de sa sœur. Mais Alyssa ne retrouva jamais un état de vigilance. Lorsqu'elle comprit que la situation lui échappait totalement, Christy se mit à pleurer, submergée par les conséquences de ses propres actes. Terrifiée, Lily demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce qui ne va pas chez Alyssa ?» Et au lieu de la rassurer, Christy répondit sèchement « N'en parle plus, tout au long du trajet. » Alyssa émit des sons inhabituels depuis son siège auto, des signes évidents d'une détresse grave au niveau de la tête, indiquant un état critique nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Pourtant, au lieu de l'emmener directement à l'hôpital, Christy poursuivit sa route, laissant s'échapper l'instant crucial qui aurait pu offrir à Alyssa une chance de survie. La famille arriva au domicile vers 20h20. À ce moment-là, Alyssa était manifestement non réactive depuis près de 2 heures, une fenêtre critique durant laquelle une prise en charge d'urgence rapide aurait pu considérablement améliorer ses chances de survie. Pourtant, au lieu d'appeler immédiatement une ambulance, Christy fit entrer les autres enfants dans la maison, laissant Alyssa immobile dans la voiture froide. Elle affirma plus tard que ce n'est qu'à cet instant qu'elle aurait réellement compris la gravité de l'état d'Alyssa, une version difficile à croire. Tout au long du trajet, Christy s'était arrêtée à plusieurs reprises, avait vérifié l'état du corps d'Alyssa et avait même pleuré de peur. Et pourtant, au moment le plus décisif, lorsque chaque minute comptait, elle n'appela pas le 911, le moyen le plus rapide de protéger l'enfant. À la place, Christy choisit d'appeler son frère. Nate, technicien médical d'urgence, ce n'était pas la réaction naturelle de quelqu'un qui venait de découvrir un enfant dans un état de dégradation sévère. Cela révéla un retard alarmant. Et ce fut le moment qui coûta à Alyssa sa dernière chance de recevoir l'aide urgente dont elle avait besoin. Lorsque Nate arriva au domicile des chauffeurs, le petit corps d'Alyssa était immobile, non réactif, anormalement froid et ne présentait aucune réaction biologique évidente. Ses lèvres avaient pris une couleur préoccupante et sa peau paraissait extrêmement pâle, des signes indiquant que la fenêtre critique pour lui porter secours était déjà passée. Il était 20h25 et ce n'est qu'à ce moment-là que Christy appela enfin le 911. Dans l'attente des secours, Nate, en tant que technicien médical d'urgence, fit tout ce qu'il pouvait, prodiguant des gestes de soutien vital de base pendant 15 minutes. À 20h52, Alyssa fut transportée d'urgence au Parkview Lake Range Hospital et vers 21h07, elle fut admise aux urgences. Les médecins relevèrent plusieurs zones de décoloration sur son corps ainsi qu'une marque visible sur sa lèvre. Durant les 47 minutes suivantes, l'équipe médicale déploya tous les moyens possibles, assistance circulatoire, soutien respiratoire, administration de médicaments et même l'utilisation de Narcan au cas où une substance inconnue aurait été en cause. Toutes les options furent tentées, mais aucune ne permit d'obtenir une réaction. À 21h54, les médecins déterminèrent qu'Alyssa ne pouvait plus retrouver un état de réactivité. Elle n'avait que 16 mois. Dans l'évaluation professionnelle finale,
Le docteur Wagner observa plusieurs zones inhabituelles de perte de cheveux, contrairement aux hypothèses précédentes. Il indiqua que cette perte ne pouvait pas s'être produite naturellement selon ce schéma. Il s'agissait d'un signe d'impact répété et violent. Une analyse plus approfondie révéla d'autres éléments alarmants. Le coude gauche d'Alyssa présentait une perte de stabilité structurelle, accompagnée d'un déplacement par rapport à sa position naturelle, un effet que les médecins estimèrent ne pouvoir résulter que de forces répétées et intenses. Les constatations les plus graves concernaient la région de la tête, où Alyssa présentait des signes d'atteinte interne de haut niveau, notamment une accumulation anormale de liquide des deux côtés. Ces lésions ne provenaient pas d'un événement isolé, mais d'une exposition prolongée à des forces répétées et puissantes. L'évaluation finale confirma ce que la famille redoutait. La disparition tragique d'Alyssa n'était pas accidentelle, mais l'aboutissement de signaux d'alerte ignorés à maintes reprises. L'analyse des prélèvements effectués sur Alyssa révéla toute la vérité. Le seul médicament détecté dans son organisme était le Narcan, la dose administrée à l'hôpital dans une ultime tentative de la sauver. Cela démontra que les affirmations antérieures de Christie, selon lesquelles elle aurait administré à Alyssa du Vicodin prescrit, n'étaient que des mensonges délibérés destinés à dissimuler la réalité. Il ne restait plus aucune excuse, aucune version des faits susceptible de masquer ce qui s'était produit. Le médecin légiste classa officiellement la disparition d'Alyssa comme un cas sévère, résultant d'impact de haut niveau au niveau de la tête. Les rires lumineux et innocents qui illuminaient autrefois toute la maison n'appartenaient plus à ce monde. La courte vie d'Alyssa, commencée dans l'espoir et l'amour, s'acheva dans un état de dégradation extrême que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Désormais, une seule voie demeurait, rechercher justice pour la petite fille que le système n'avait pas su protéger, ce qui aurait dû être une procédure judiciaire rigoureuse liée à la disparition tragique d'un enfant, devint rapidement un exemple douloureux de déséquilibre au sein du système judiciaire. Le procureur Jeffrey Weeble choisit de soumettre l'affaire à un comité d'examen professionnel, une décision rarement utilisée dans des situations de ce type. Ce choix rendit l'issue de l'affaire bien moins transparente qu'elle n'aurait dû l'être, laissant la famille d'Alyssa avec le sentiment que la justice leur échappait de plus en plus. Malgré la conclusion claire du service médico-légal selon laquelle la disparition d'Alyssa résultait d'actes gravement préjudiciables, Christie Schaffer ne fut pas poursuivie pour cette infraction. Elle ne fut inculpée que pour négligence envers une personne à charge, une accusation bien plus légère au regard de ce qu'Alyssa avait enduré. Même avec cette qualification réduite, la peine prononcée choqua de nombreuses personnes. En mai 2011, le juge Scott Vanderbeck condamna Christie à 10 ans d'emprisonnement, dont 6 ans avec sursis. Puis, quelques mois plus tard, la peine fut de nouveau révisée. Christie fut libérée après exactement 77 jours de détention. Enfin, 77 jours. En échange d'une enfance volée, l'histoire d'Alyssa Guernsey provoqua une vague d'indignation au sein de la communauté, beaucoup refusant d'accepter qu'une fillette de 16 mois, reconnue comme ayant subi des atteintes graves avant sa disparition, n'aboutisse qu'à une peine de 77 jours pour la personne jugée responsable. De nombreuses mères s'unirent pour former Alyssa's Army, lançant une campagne réclamant justice, tandis qu'un autre groupe, Alyssa's Voice, recueillit des milliers de signatures exhortant le système à réexaminer l'affaire, mais la décision demeura inchangée. Cette décision inattendue devint encore plus difficile à accepter lorsque des informations concernant des liens personnels au sein de la petite communauté commencèrent à émerger. Le juge Scott Vanderbeck n'était pas un inconnu pour la famille Schaffer, le père de Christie, Carrie Springer, étant une figure respectée et influente de la ville, entretenant également une relation personnelle étroite avec le juge. Lors de l'audience, Vanderbeck reconnut lui-même cette connaissance, ce qui conduisit de nombreuses personnes à penser que le traitement du dossier de Christie avait pu être influencé par des relations locales, plutôt que fondé uniquement sur des considérations juridiques objectives pour la famille d'Alyssa et pour ceux qui suivaient en l'affaire. Il ne s'agissait pas d'un simple problème de procédure, mais d'un rappel lourd de sens. Lorsque des relations influentes entrent en jeu, la protection des plus vulnérables peut s'en trouver fragilisée. Après la disparition d'Alyssa,
Kelly Sprunger, c'est la mère qui avait supplié à plusieurs reprises de pouvoir voir sa fille, décida de prendre la parole. Elle déposa une action civile contre Christy et Matthew Shaffer, affirmant qu'ils étaient liés à l'issue tragique subie par son enfant. Kelly engagea également une procédure contre le docteur John Egley, soutenant que ses évaluations comportaient des manquements professionnels, ayant empêché que les signes inhabituels présentés par Alyssa soient correctement signalés. Pour Kelly, il ne s'agissait pas simplement d'une démarche juridique, mais de la seule voie restante pour défendre une enfant qui ne pouvait plus se protéger elle-même. En août 2014, le tribunal rendit une décision en faveur du docteur Egley, mettant fin aux poursuites concernant sa conduite médicale. Toutefois, la procédure engagée contre la famille Shaffer se poursuivit, constituant l'ultime tentative de Kelly pour obtenir un véritable examen du dossier d'Alyssa, ce que la procédure initiale n'avait jamais permis. Alyssa Guernsey n'a vécu que 16 mois, mais sa courte existence a laissé une empreinte durable. Son histoire a mis en lumière de profondes failles au sein du système de protection de l'enfance, de la surveillance médicale et du processus judiciaire, des structures qui auraient dû protéger les enfants les plus vulnérables. La tragédie d'Alyssa n'est pas seulement la douleur d'une famille, mais un avertissement pour l'ensemble de la communauté, soulevant une question essentielle. Avons-nous réellement écouté et réagi à temps aux signaux que les enfants nous envoient? Alyssa n'est plus là, mais son nom est devenu un symbole de vigilance et de responsabilité, nous rappelant que l'attention portée aux enfants ne peut être différée et que chaque signe inhabituel, aussi minime soit-il, mérite d'être pris au sérieux. Son absence reflète également les limites évidentes des procédures de protection de l'enfance. Une petite fille âgée de seulement 16 mois a envoyé à plusieurs reprises des signaux visibles de détresse, sans que les institutions concernées n'interviennent à temps. Et lorsque la vérité a finalement émergé, la procédure judiciaire a été, elle aussi, influencée par des facteurs extérieurs. Christy Shaffer n'a pas été poursuivie pour une infraction plus grave et a fait face à un niveau de responsabilité qui a laissé de nombreuses personnes s'interroger sur l'issue de l'affaire. Le lien entre le juge Scott Vanderbeek et le père de Christy, une figure locale influente, a fortement façonné la perception du public. L'autorité et l'influence éclipsant la voix d'une très jeune victime, rendant l'impartialité plus difficile à garantir. L'absence d'Alyssa demeure un rappel que lorsque des relations personnelles ou des facteurs d'influence prennent le pas sur l'objectivité, ce sont les enfants les plus vulnérables qui en subissent pour les conséquences les plus graves. L'examen approfondi du dossier d'Alyssa n'est pas intervenu à temps, mais sa mémoire doit devenir une raison pour la société de veiller à ce que de tels manquements ne se reproduisent jamais. Cette vidéo a été réalisée dans un but éducatif et de sensibilisation de la communauté à la justice et à la protection de l'enfance, sans aucune intention de recourir à des éléments sensationnalistes ou choquants. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout l'histoire d'Alyssa Guernsey, une petite fille âgée de seulement 16 mois, qui nous a permis de mieux comprendre la signification de l'amour, de la perte et de la responsabilité que portent les adultes dans la protection des enfants les plus vulnérables. Votre attention, votre compassion et votre empathie sont ce qui permet de ne jamais oublier de jeunes victimes comme Alyssa Guernsey et de faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent plus. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de continuer à nous accompagner dans nos prochains documentaires de True Crime, où chaque histoire se veut une voie pour la justice, pour la protection de l'enfance et pour un monde où chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.